Lessig. Vous êtes l'auteur d'un essai qui s'appelle « La prescription littéraire en réseau, enquête dans l'univers médiatique » et également les plateformes de la conquête des industries culturelles paru chez PUC 2023, comme je viens de le dire. Voilà. Écoutez, on va quand même commencer par vous deux. Quand même, parce que vous êtes des garçons, c'est uniquement pour ça. Mais avec grand plaisir, parce que j'ai eu grand plaisir et j'ai surtout très intéressée par écouter votre papier et votre présentation, hein, puisque les quelques lignes qui étaient présentées nous ouvrent sur un sujet assez passionnant, le rôle des studios indépendants de podcasts natifs, essais de typologie. Je vous laisse la parole. Oui. Est-ce que vous souhaitez que je me déplace ou que je... Pour vous. Qu'est-ce que vous intervenir? Sinon, on intervertit. Allez, on intervertit. Je passe les slides. Et je vous laisse passer les slides. Alors, effectivement. Bonjour à tous. Merci pour cette petite introduction. Alors, donc là, les slides s'affichent, c'est ça? On touche à rien? Allez, let's go. Donc avec Olivier, nous, on s'est intéressé à l'émergence depuis le milieu des années 2010 de studios spécialisés dans la production de podcasts natifs. Nous, on travaille dans le cadre d'approches socio-économiques. Donc, ce qui nous a intéressés, c'est de comprendre finalement comment ces nouveaux acteurs économiques sont apparus, quel est leur positionnement sur ce marché et finalement quels sont leurs modèles économiques. Alors pour documenter notre terrain d'étude, on a réalisé une enquête durant l'année 2022. On a réalisé une série d'entretiens semi-directifs avec une vingtaine de responsables de studios indépendants de production de podcasts natifs, mais aussi avec des fournisseurs de solutions marketing, avec des prestataires techniques, des hébergeurs, des agrégateurs, et également du côté de la puissance publique. L'objectif de cette enquête de terrain, c'était de recueillir des informations sur l'offre de podcast, sur plutôt la manière avec laquelle cette offre est valorisée sur le plan économique, savoir finalement quels étaient les modèles économiques, quelles sont les relations de partenariat, les stratégies que avaient développé ces acteurs. Et puis, on a aussi fait des immersions dans des événements professionnels qui nous ont permis de finalement nouer des contacts informels avec les professionnels de ce secteur émergent, ce qui a aussi nourri notre étude. Bon, là, c'est en petit, ça pique un peu les yeux, mais c'est la liste des acteurs qu'on a rencontrés, la liste qu'on complète régulièrement au fur et à mesure qu'on rencontre de nouveaux interlocuteurs qu'on interroge dans le cadre de notre enquête. Vous voyez qu'il y a à la fois des acteurs gros, petits, des acteurs en région parisienne et des acteurs éventuellement en province, quelques acteurs aussi en Belgique. Et les principaux studios comme Binge Audio, comme Louis Média, Magellan, voilà, sont des acteurs évidemment qu'on a, ou Bababam, sont des acteurs qu'on a rencontrés. Alors, avant de rentrer dans les résultats de cette enquête, quelques éléments de mise en contexte. Bon, on voit bien qu'en France, la radio linéaire voit son audience diminuer de manière régulière et vieillir également. À l'inverse, le podcast est en forte progression. En 2022, on a 36% des utilisateurs d'Internet en France qui déclarent écouter au moins un podcast par mois. Et sur la période 2019-2022, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les podcasts ont gagné 2,5 millions de nouveaux utilisateurs par an. Lorsqu'on s'intéresse à ce qui est le plus écouté, pas de surprise, on se rend compte que les podcasts les plus écoutés sont des podcasts produits par de grandes stations de radio, soit du service public ou des stations de radio privées. En parallèle à cette offre de podcasts linéaires, d'offres de replay, en fait, on a bien sûr toute une offre de podcasts natifs qui est apparue, qui est celle qui nous a intéressés ici, donc qui ne passe pas par la radio, mais qui fait l'objet d'une diffusion directe sur Internet, avec des lignes éditoriales nouvelles qui attirent du coup une audience également qui est aussi différente, une audience qui est
jeune, une audience qui est plus concentrée dans les grands centres urbains, en particulier Paris, et puis une audience qui est assez consommatrice de médias et très à l'aise avec les usages numériques. Merci. Alors, typologie de studios, on a essayé de les classer en quatre grandes catégories. Première catégorie, celle qui regroupe les studios qui sont peut-être connus aujourd'hui. Ce sont les studios qui ont un vrai positionnement de médias. Alors, je détaillerai un peu ce qu'on entend par un positionnement de médias. On va retrouver trois grands studios. Binge Audio, qui est connu, un des plus anciens, hein, qui sont tous nés dans les années de 2014, 2015, 2016, 2017. C'est un programme comme un podcast comme Les Couilles sur la table, par exemple, ou Programme B. Autre grand studio de podcast natif, c'est Louis Média, avec des podcasts comme L'émotion, ou peut-être Une nuit, le Book Club. Et puis, troisième grand studio de podcast natif qui a ce positionnement de médias, c'est Nouvelles Écoutes, avec pas mal de podcasts de fiction qui ont eu beaucoup de succès. C'est le cas, par exemple, d'un Originals pour Spotify qui s'appelle Le Nuage, sur une centrale nucléaire, ou bien le podcast féministe La Poudre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces différents podcasts qui ont ce positionnement de médias? D'abord que les créateurs de ces studios, les fondateurs de ces studios viennent des médias traditionnels, soit de la presse en ligne, soit de Radio France, soit de groupes de presse comme Le Figaro. Et en tant que journalistes, ils affirment une véritable ligne éditoriale. Dans cette ligne éditoriale, on retrouve très souvent une envie de traiter des sujets dont ils estiment qu'ils n'ont actuellement pas leur place dans les médias traditionnels. Donc, ils vont se positionner à côté des médias traditionnels en proposant un autre ton, d'autres couleurs, d'autres manières d'aborder des sujets, mais en le faisant avec une perspective de journaliste. Et d'ailleurs, la plupart d'entre eux ont encore des cartes de presse et emploient un certain nombre de journalistes dans ces studios. Deuxième point commun entre ces différents studios qui se positionnent comme des médias, c'est le fait que le succès de leurs propositions, du type Les Couilles sur la table ou La Poudre, eh bien, leur permet de s'affirmer comme des véritables marques. Il y a un côté d'image de marque du studio, c'est le cas avec Binge notamment, et cette image de marque, ils vont s'en servir pour pouvoir mieux monétiser leur proposition, avec de la publicité, on y reviendra, mais surtout pour leur permettre de proposer leur savoir-faire pour d'autres productions, en brand content ou bien pour d'autres institutions, pour d'autres partenariats. On estime que environ les 2/3 du chiffre d'affaires de ces studios viennent de productions pour des tiers. C'est là-dessus qu'ils vont trouver leur rentabilité pour des productions pour des tiers. Ça implique un modèle économique qui est assez fragile et qui est surtout basé sur une forme de grande diversification de revenus. Publicité, on l'a dit, avec pour les podcasts qui fonctionnent le mieux, la possibilité d'avoir des annonceurs qui sont partenaires avec une publicité qui est souvent au début du podcast, en pré-roll, et majoritairement avec l'autre, le podcasteur qui présente sa pub, on appelle un host free. Et donc, on a des contenus de publicité qui sont importants. Autre grand marché, je vous les ai indiqués, c'est le brand content, hein, qui représente à peu près 2/3 de leur chiffre d'affaires. Mais on a aussi d'autres, je dirais, petits moyens de monétiser. C'est le cas avec l'édition de livres, par exemple. Hein, chez Philippe Bouillon, on a une collection complète de livres adaptés de podcasts. On peut avoir également des produits dérivés, je dirais, plus classiques, hein, des choses de ce type-là. On peut également retrouver, notamment en région parisienne, des propositions d'événementiel, c'est-à-dire des personnes vont payer pour aller assister au premier enregistrement d'un nouveau podcast, donc du podcast en public, fonctionne très bien. En général,
sont complets. Et puis, dernier aspect, qui est un aspect qui est très intéressant, qui rejoint les questions de la presse, et qu'on retrouvait avec, qui est aussi le modèle de Deal Post que notre collègue italienne nous a présenté, c'est la possibilité de proposer des contenus payants par abonnement, une sorte de SVOD du podcast. L'idée, c'est de proposer des contenus de grande qualité avec un accès premium pour un certain nombre de contenus qui sont réservés à ces abonnés qui vont payer 3, 4, 5 euros par mois. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment un positionnement de médias qui part du principe que, un peu comme la presse en ligne a d'abord été gratuite, et puis petit à petit, au fur et à mesure qu'on a, je dirais, fidélisé un lectorat, on s'est dit aussi qu'il y avait peut-être que les lecteurs allaient prendre conscience que tout cela n'était pas gratuit, peut-être que les lecteurs seraient prêts à payer pour des contenus de qualité, des contenus certifiés avec des journalistes. Et donc, on a bien ce positionnement-là de la part de ces trois studios qui proposent tous les trois une possibilité d'abonnement pour des contenus premium. Dernier point commun de ces studios, ils ont besoin de grandir, de se développer, d'avoir, je dirais, de l'argent prêt, et ils ont tous ouvert leurs capitaux ces dernières années et ont été rachetés. C'est le cas de Binge Audio qui a été racheté par Paradiso, c'est le cas de Louis Media qui a été racheté par Daniel Kretensky, Chess Media Invest, qui a fait beaucoup d'investissements dans les médias en France et dans l'édition ces dernières années. Et puis, l'autre média, Nouvelles Écoutes, l'autre studio Nouvelles Écoutes a été racheté par le suédois Podix. Alors, autre type, deuxième grand type de studio de podcast natif, ce sont les studios qu'on a appelés spécialisés, ou les studios qui sont spécialisés dans un marché de niche. Là, on a un public très spécial sur des marchés de niche qui sont très porteurs. Parmi ces marchés les plus porteurs, on a, je pense, qui est le type de podcast qui fonctionne le mieux dans le monde entier. Je crois qu'il n'y a pas un pays où ce domaine-là n'est pas important. C'est ce qu'on appelle les histoires vraies. True Crimes, on voit bien que le serial qui est né aux États-Unis et qui a lancé le podcast continue à avoir du sens. En France, un studio comme le Studio Minuit, par exemple, c'est spécialisé là-dedans. On va retrouver des podcasts pour la jeunesse, des podcasts plus spécialisés sur des domaines médicaux, sur la maternité, par exemple. La particularité de ces studios, c'est qu'ils développent d'autres offres que le podcast sur ce marché de niche. Si on prend l'exemple de Bloom, par exemple, qui se définit comme la radio des enfants, ils vont produire aussi des contenus sonores pour d'autres choses que des podcasts, des clés USB ou ce qui se développe beaucoup ces dernières années, des boîtes à histoire, par exemple, pour les enfants, Merlin, des choses comme ça. Troisième grand type de studio, ce sont les studios qu'on appelle les généralistes. Alors, qu'est-ce que c'est ces généralistes? Eh bien, ce sont deux studios en particulier, Bababam et Paradiso, qui s'affirment comme des généralistes qui souhaitent toucher un public plus large. Ils poussent à une forme de démocratisation du podcast. Ils pensent que l'avenir du podcast passe par une démocratisation des contenus et qu'il faut pouvoir toucher un public plus diversifié, plus vaste, pour élargir l'audience du podcast et aussi élargir son modèle économique et notamment faire venir de nouveaux annonceurs ou de nouveaux types d'annonceurs. On va retrouver ça très affirmé chez un studio comme Bababam, dont le slogan est démocratiser l'audio, avec un podcast comme Maintenant vous savez, par exemple, qui est un podcast qui a des centaines et des centaines d'épisodes qui traite d'un sujet en 3 minutes. On va retrouver également cette ambition beaucoup plus importante avec un studio comme Paradiso, qui est le numéro 1 aujourd'hui en France de ces studios de podcast natifs, puisqu'ils ont racheté Binge Audio. C'est aussi le seul studio français qui est très lié à l'international, puisqu'ils ont dès le début des bureaux en France et à Los Angeles, et ils ont beaucoup développé de production de fiction, notamment de fiction jeunesse pour la France, mais aussi pour les États-Unis.
Dernier type de studios qu'on a pu isoler, ce sont les studios qui sont les plus nombreux et ce sont les studios qui se sont spécialisés dans la production de podcasts pour des tiers, donc de brand content, de podcasts institutionnels. Évidemment, le modèle économique est là un peu plus facile, on a une meilleure rentabilité, il n'y a pas de prise de risque en soi, on va facturer une prestation. Les fondateurs de ces studios viennent d'ailleurs souvent du monde de l'entreprise et ils vont répondre à la fois à des demandes d'institutions, des musées, des universités, des ministères, des opéras, ou bien par le monde de l'entreprise. Dans le monde de l'entreprise, on a un vrai développement de ces propositions, à la fois pour des besoins de communication externe des entreprises. Les codes du podcast sont utilisés pour mettre en avant le commanditaire, ses produits, sa marque. Ce qui est intéressant avec ces podcasts en brand content, c'est que le format du podcast est intéressant. L'entreprise va chercher à plonger l'auditeur dans l'univers de la marque plutôt que de faire une publicité pure et simple pour parler de la marque. On a un certain nombre de podcasts de marque qui ne parlent pas de la marque. Je prends l'exemple, par exemple, d'un podcast qui s'appelle Industrie du futur, qui est produit par Natif pour l'entreprise Schneider Electric, Schneider qui paye la totalité de ces podcasts, mais ce sont des podcasts qui parlent des enjeux, des innovations industrielles à travers des entretiens avec des dirigeants des entreprises du groupe et qui ne mettent pas obligatoirement en avant les services de Schneider Electric ou des produits de Schneider Electric. Et puis, deuxième grande partie, au-delà de la communication externe, on a un développement très important de podcasts pour la communication interne des entreprises, pour informer les collaborateurs, les former, transmettre des connaissances, développer leur esprit d'entreprise et leur sentiment d'appartenance. Ce qui est intéressant sur cet aspect-là, c'est un enjeu qui est devenu majeur, notamment dans le contexte de développement du télétravail, notamment au moment de la crise pandémique, qui accroît la distance entre les salariés et l'entreprise. Et là, on va avoir la nécessité de retrouver une culture d'entreprise commune. Et pour conclure rapidement, qu'est-ce qu'on peut dire voilà, trois conclusions, trois éléments importants en tout cas sur cette enquête, hein, si on doit un petit peu synthétiser. Ces studios, l'essentiel de ces studios sont encore à la recherche d'un modèle économique. Ça, on l'a bien identifié en réalisant les entretiens, d'un modèle économique pérenne. C'est pour ça qu'ils ont tendance à multiplier les sources de revenus. Et aujourd'hui, cette difficulté, elle est accrue parce qu'ils font face à une triple concurrence, plus forte qu'auparavant, la concurrence des plateformes. Les plateformes comme Spotify produisent leur propre contenu. Donc, les studios peuvent être des partenaires pour ces plateformes, mais les plateformes aussi ont leur propre service de création de contenu, donc c'est aussi des concurrents. Donc les plateformes, les podcasteurs indépendants, on a vu beaucoup d'influenceurs, de youtubeurs lancer leur propre podcast, et effectivement ils viennent prendre une place, et des médias traditionnels bien sûr qui investissent de manière de plus en plus importante ce format. Donc le dynamisme qu'on a observé, malgré tout, il est confronté à cette difficulté. Si bien qu'aujourd'hui, les producteurs de studios indépendants, ils cherchent à s'organiser. Et ils ont créé un syndicat, 2020, qui permet de défendre collectivement leurs intérêts. Donc, c'est le syndicat des producteurs audio indépendants. Il y a une trentaine d'entreprises qui sont représentées. Le but, c'est de diffuser des bonnes pratiques, mais aussi de faire du lobbying auprès de la puissance publique. Dernière observation, compte tenu de ces difficultés économiques qu'ils rencontrent, et je vais conclure là-dessus, on observe effectivement une concentration. Les studios, ces dernières années, ont récemment fait l'objet d'opérations de rachat, comme l'a signalé Olivier juste avant. C'est-à-dire que l'audience de ces studios elle est devenue suffisamment importante pour attirer la convoitise de certains investisseurs. Et en même temps, comme ils sont fragiles sur le plan économique, eux, ils ont besoin de cet apport de capital pour pouvoir continuer à exister. Donc, ils se font racheter pour ces raisons-là également, quitte à perdre leur indépendance. Et je pense qu'on est arrivé à la fin. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation et l'intérêt de cette étude. Il y a plein de choses à dire. Mais on va pas se lancer tout de suite dans un échange avec tous. Mais je pense que pour finalement faire la transition, je propose à Marina Sanmartin qui nous fait
un topo sur la publicité dans l'audio numérique avec le cas du Branded Podcast en Espagne. Donc cette proposition-là, la présentation se fera en anglais, même si Marina pourrait tout à fait nous la faire en français, mais c'est pour nos amis anglo-saxons qui sont dans la salle, pour ne pas lâcher l'intégralité de notre table ronde. Donc je vous laisse la parole pour une vingtaine de minutes, et merci encore d'avance. Wait a minute. Alors, wait a minute. C'est cela? Non, c'est Marina. Voilà. Du fixé, je sais. Oui, c'est On est bon? Alors, ça s'affiche déjà. Je ne vais pas tout perdu. C'est bon pour vous? C'est bon, parti. parfait, super. Bonjour à tous, merci Madame Sonag et merci aux organisateurs du Jour en Alsace, c'était vraiment un honneur d'être ici aujourd'hui. Et je voudrais aussi remercier à Monsieur Pascal Froissart, qui m'a gentiment, directeur du CELSA et du REPIC, qui m'a gentiment proposé d'écrire une proposition pour l'Université Pascal Alsace pour ce colloque. I'm going to start in English. Okay, everything works. Okay, so my case study is about Podium Studios, which is an audio production company in Spain, very well known, as Ms. Baroda presented this morning, as an example of the growth of branded podcasts in Spain. This format. To click and then press. With the mouse? Just click. Okay, perfect. Sorry. So I'm currently researching inside my PhD about advertising through digital audio. And I'm doing a comparison between traditional radio advertising and audio digital. And I'm focusing on branded podcasts, because as it has created a disruptive presence in the audio digital ecosystem, especially in Spain, and also because there's not a lot of research about this matter. So there are some questions that I asked myself, as well as my PhD director, which are these ones. What is the branded podcast format? Why brands and audio production companies can be interested in this format, and how difficult is to measure the effectiveness of the brands using this particular format. Before starting the case study, I would like to introduce some facts, some data about the Spanish podcast industry. So, as in other countries, it has been growing, okay, over the past 5 years, okay, but something interesting about Spain that Ms. Barada also said this morning is that Spain is always, as we can see on these graphics from 2021, 2022, and 2023 from this research from Reuters Institute, it's always on the first positions of rankings of people listening to podcasts. So we are a country that we love listening to podcasts. Internet users consume podcasts a lot. Of course, there's the importance of the language, because as everybody knows, Spanish is the second most spoken language in the world. And this is reflected also in the number of podcasts that it exists. But what is interesting about this data is the left graphic that shows that even if there are so many countries speaking in Spanish, it's Spain, the one who generalized the production of podcasts. So it's like a boom for us. We are really into the podcast industry. Dos12, which is a marketing company specialized in digital audio, has this year tried to create like a huge cartography, a huge map of all the entities that are working inside this audio industry, digital audio. And as you can see, it's quite amazing that in just 5 years, there's more than 30 entities in Spanish language, not in Spain, in Spanish language.
So of course, all these data interest whom? Well, companies, brands, and advertising agencies who see as Pedrero, a really good researcher, Spanish researcher specialized in podcasts and advertising through radio says, is starting to talking about podcasting, not just as a format, but as a media, okay? Another new media to introduce advertising formats. As we can see also in this graphic, is really interesting, at least in my opinion, the investment in podcasting, in advertising in podcasting, and the predictions that are increasing by 5.9% annually. Okay, so as you can see, the percentage of advertising in traditional radio and digital radio is still super big compared with podcasts, but the increasing is quite interesting to analyze on the podcast format. Of course, there are many ways to monetize a podcast, and these are some examples of it. Okay, as crowdfunding, as the North American colleague presented yesterday with the RAS project. Okay, and I'm going to focus on the advertising one. Trying to find a definition of what a branded podcast is. Thank you to introduce it before. A branded podcast is not a sponsored product. It's a real unique content created by a brand or co-produced by a brand and an audio production company that does not talk about how good this company is or how good the products or service this company offers, but that tries to create a content in the willing to interest the audience because of the information, because it's entertaining, okay? And inside this content, the company tries to deliver the identity and the values that they have. This is just a super quick screenshot I did on Brands in Audio, which is a very interesting website created by a group of North American audio production companies. They just created in October of this year, trying to make a list of the branded podcasts that exist nowadays. So as you can see, the list is quite big, and they haven't had time to include all of them, of course. A really good example of a international branded podcast is The Message by General Electric, co-produced with Panoply, released in 2015 with more than 4 million downloads in iTunes. And it's a drama, it's a fiction, okay? It's really interesting. And in Spain, we have a very interesting example with Titania, created by a bank, in this case, Banco Santander, which is also a drama. It's a fiction about cybersecurity and hackers, okay? And they had more than 1 million downloads, which is pretty amazing. And they also received a very prestigious journalism award in Spain called Ondas. And as you can see in this little screenshot, they are also chosen as one of the best shows in Apple Podcasts this year. I would like to play, I don't know if I'm going to be able, no, I don't think so, a little bit of the show. ¿Qué te impide cumplir tus deseos? Muchas veces la rutina es lo único que nos aleja de lo que realmente queremos. Pasamos nuestros días atrapados Subtitles. que no nos tiempo para disfrutar, pero esto ha cambiado con Ana. Gracias a Ana podrás olvidarte del estrés y la confusión de la planificación diaria. Nuestra asistente es capaz de organizar tu tiempo de manera eficiente y segura. Acabo de hablar con Rebeca. Ha perdido a Lucas. ¿Pero cómo que ha perdido a Lucas? ¿A su hijo? Lucas. Un día es alguien de quien te recomiendo que te mantengas. ¿Quería dejar tu teléfono aquí? Mi teléfono. Normal, están las máquinas. Más idiotas no podemos nosotros. O sea, esto básicamente consiste en que nos volvamos todos para la recta.
Santander y Podium Podcast. Thank you. Sorry for the audio. I just wanted to show, to make you hear a little bit that they do not talk at all in the plot about what the bank is. It's a story, a universal story, okay, about a topic that concerns us, cybersecurity. And it's interesting to hear how they present the client and how they present the production company, which in this case is Podium Studio. So yes, sorry. So my case study is about Podium Studios, which is a company that was created in 2019 from Podium Podcast. Podium Studios is just created to produce branded content and audio branding. And Podium Podcast is the production company most well known in Spain because they were the first to professionalize the podcast. Of course, they are companies from Prisa, the biggest media group in Spanish in the world. Okay, so well, this is why I chose these production companies. So the methodology I use is a quantitative analysis of the branded podcast format through all the branded podcasts created by Podium Podcast and then Podium Studios, plus a qualitative analysis with 2 interviews. I created a file with each of the 79 branded podcasts I found on Podium Studios and Podium Podcast. And these files have 46 variables grouping blocks of 7 blocks, okay, to analyze the brand, visual identity, production, content, sound message, promotion, and awards. I use also SPSS program to analyze all this data, and these are some of the results. So Podium Studios and Podium Podcasts have 39.6 podcasts, okay? And among these total of podcasts, the 20%, so 79 are branded podcasts, okay? The rest are native podcasts and radio podcasts, so radio programs transformed into podcasts. About the brand, as you can see, the business sector that usually uses this format are institutional, okay, so foundations, universities, etc. Okay, and then telecommunications and editorial. And of course, as you can see on the graphic, the red color are usually big companies, okay, big institutions that use this format. About the brand, about how many times, how and where the brand was mentioned, okay, so we can listen to the brand, okay, we can just, on these 79 branded podcasts analyzed, we can hear the brand at the beginning and at the end, as you can see generally. And it's really interesting that Podium Studios is also mentioned, okay, at the beginning and at the end on 65 of these branded podcasts. The topics of the branded podcast are usually information and news. Inside this information and news are a lot of topics of ecological issues, tips to a better world, etc. Okay, then followed by culture, technology, and health and well-being. Of course, the link, and this is really interesting, the link of the topic is, the topic is totally linked with the values and the identity of the company. Okay, some of them include video, and the voice identity about the voice jar is still a masculine thing, as you can see on the graphic. The jar of the branded podcast is usually conversational, as you can see, so talks, okay? But there's the 80% are fictional, okay? While the rest are normative, non-fictional. And about the visual identity, which I think is really interesting too. So how many times and how the brand appears in the cover or the promotion materials of these branded podcasts, we can see that almost on all these podcasts, the brand appears, as in the little examples I put on top, okay? And as well as the identity of the brand, colors of the brand, fonts of the brand are shown on the cover too. Finally, this quantitative information
was analyzed with 2 in-depth interviews with 2 sides of these branded podcasts. First of all, the side of the production company point of view, with an interview with Rocío Echevarría, which is the main business director at Prisa, so the main group. And then from the client's side of view, I had the chance to interview Eloisa Moscardo and Marta Cabello, which are the responsible of Titania, the podcast I just put. I asked them, why do you choose the branded podcast? And they said, well, it enables a deeper conversation with the audience, okay, to talk about the values of the brand. And it's in a very attractive way to the audience. In case of Banco Santander, this is not the first time they try to approach the audience with branded content. They have made many other approaches, like this example, a short film called Cuento, created in 2017, sorry. And then how to measure the effectiveness of the format. I think this is a really important question, and it's difficult to answer. In fact, Podium Studios, they create a summary, like a report of for the client with all the metrics that analyzes the number of listeners that this podcast had, how many people listen to the whole episode, how many people just listen to half a part of the episode, how many people downloaded the episode, as well as they offer also all the information concerning the promotion, because Podium Studios creates a huge promotion of all of them, their branded podcasts. And Banco Santander said that, in fact, their effectiveness is based on a long-term commitment with the audience and with the brand, in the fact that they are not wanting to get a direct response, return of the investment. Okay, it's not like the clients listen to the podcast and then they go directly to the bank. It's more like they want to create a positive message on how good this bank is, willing that in the future they can recommend the bank, or if they need it, they can go to this bank. So what is good about having the opportunity to analyze the Titania success, thanks to Banco Santander, that they really they offer all the case study and all the information, is that the impact that Titania had reinforced the idea that using fiction drama podcasts is an easy way to deliver difficult information for the audience, like hackers, cybersecurity, in a very attractive way. Even if you haven't understood what they say, you really see, you know, the anxiety of the actress, of the voice actress, okay? And because it's a thriller, it's a cyber thriller, okay? And then Banco Santander said that, in fact, thanks that Podium Studios creates like a 360 campaign, in the way that Podium Studios really creates the whole plot. Podium Studios is the one who chooses the voice actors, but Podium Studios is the one who produces it, distributes it, and promotes it in their own media, because as they Prisa is super big, so they have so many own media, but also in other medias, okay? And they offer all this. And because of this, Banco Santander said, we are happy because the product is like very unified, okay? And when people listen to it, they really feel it's a product created by the client, by Banco Santander, because it has our values. This is what Banco Santander said. About exporting the branded podcast to different countries, both client and production companies said that fiction drama allows to export this story because stories are universal, and this is like a really interesting data and result. And also they say that, well, Banco Santander is already translating the podcast in English, and they are trying to include international characters of countries where they are, you know. So that's the interest, sorry. Finally, just to finish, I think that the most important things, or I wanted to highlight that branded podcasts, it's something that is created by the brand or co-produced by the brand and a production company, that it enables a conversation with the audience in the way that it approaches advertising in a very different way. We are used and we are tired of
traditional advertising who creates like a push mode. Okay, so they try to impact us, while branded content, they try to, that is the audience who seeks to approach, connect and interact with this content created by the brand. Of course, storytelling matters, and this is like the main conclusion. If the story is good, people is going to listen, no matter if it's from one brand or another. And then it's a good way in the response of what these interviews I had of transmitting the brand's values and brand's philosophy. Banco Santander said, we wanted to be heard. Okay, this is what they said. So thank you very much. Merci beaucoup pour cette étude de cas, mais véritablement passionnante. C'est une vision totalement nouvelle et on voit bien les apports et les possibles finalement du podcast lorsqu'ils sont maniés avec quand même une entreprise qui est capable de mettre beaucoup de moyens pour réaliser de tels contenus. Et ce qui est intéressant d'un point de vue stratégique, c'est le fait du renversement de la vapeur, finalement, si vous me permettez cette expression, un public qui cherche à s'approcher, à se connecter, et non pas aller vers, mais qui revient. Donc on est vraiment dans la valeur et dans l'écosystème de l'Internet, du numérique de façon générale. Merci beaucoup pour cette présentation. Monica Bourg, c'est à vous. Est-ce que vous avez besoin de changer de place peut-être ou peut-être ça va, parce que ça va aller? Oui, c'est ça. Donc, je vous laisse présenter. Donc, c'est la transmission de connaissances et modèles économiques, la voix des podcasteurs de vulgarisation. Donc, on va entrer dans le contenu là aussi, avant d'en comprendre le modèle. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Ça va? On m'entend bien? Non. On va faire comme ça. Comme ça? Comme ça va? Oui, il faut attendre un peu plus. Ah, je vous l'ai mis. Voilà, c'est bon, il a mis. C'est mieux. Ah oui, c'est mieux. Donc voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc là, ça fait 4 ans que j'étudie les pratiques de vulgarisation des vidéastes sur YouTube, mais aussi des podcasteurs et podcasteuses francophones. Et donc, bien évidemment, ici, je vais me concentrer sur le podcast natif. Donc là, je suis en toute dernière année de thèse, donc c'est pour bientôt passer. Il faut juste cliquer d'abord et ensuite la flèche. Voilà, oui. Merci. Voilà. Comment les podcasteurs, lorsqu'ils se lancent dans la création de contenus scientifiques et culturels, comment est-ce qu'ils vont aborder cette création en regard de la philosophie du média podcast et en même temps, comment cet esprit du podcast, donc je vais l'expliquer, c'est pétri d'idées d'ouverture, de démocratie, de liberté créative, se concilie avec non seulement des considérations éditoriales, mais également économiques des créateurs. Parce qu'évidemment, il y a différents acteurs, ça on l'a déjà évoqué tout du long de ce panel et des autres présentations. Différents acteurs structurent ce paysage du podcast, créateurs, entreprises, plateformes, studios, diffuseurs traditionnels notamment. Alors, je vais surtout me baser sur une observation et analyse d'un corpus de podcasts de communication scientifique, mais surtout sur des interviews que j'ai réalisées avec des podcasteurs et podcasteuses francophones, des entretiens semi-dirigés. Et donc, parfois dans ma présentation, je vais citer l'un ou l'autre prénom, c'est que j'ai pseudonymisé des identités pour des raisons de confidentialité. Tout d'abord, qu'est-ce que j'entends par la philosophie du podcast? Donc, dès ses débuts, le podcast apparaît comme démocratique, même si, par son nom, il est rattaché à Apple. L'un des pionniers du podcasting, Adam Curry, pardon pour l'accent, voulait déjà se libérer des contraintes inhérentes aux médias traditionnels. Donc, la montée du podcasting s'explique en partie par son accessibilité, sa nouveauté et sa technologie. Il se présente comme l'avenir de la radio, voire même la nouvelle radio. Donc ici, une citation intéressante qui dit que le podcasting est une forme de média horizontal classique. Les producteurs sont les consommateurs et les consommateurs deviennent des producteurs et s'engagent dans des conversations les uns avec les autres. Donc, tout le monde, a priori, peut se lancer. Et la nature ouverte
et démocratique du podcast se reflète en particulier dans le podcast natif. Ici, j'ai trouvé intéressant ce qu'on peut lire sur le site du Paris Podcast Festival. C'est quand on écoute un podcast natif, on écoute ce que l'on n'entend pas à la radio, des voix, des histoires, des conversations, qui sont des nouvelles manières de raconter le monde et de captiver l'attention. Donc on voit que c'est ce que l'on n'entend pas à la radio, c'est des nouvelles manières de raconter, donc quelque chose qui se démarque vraiment de la radio ou de quelque chose de traditionnel. Et donc, dans les créateurs que j'ai interrogés, en fait, ils partagent cette façon de voir. Donc, pour eux, déjà, il y a une facilité technique, c'est que le podcast est facile et rapide à réaliser, avec peu de moyens ou de compétences de base, même si la qualité audio est propre à chacun, aux exigences de chacun. Et donc, c'est en particulier facile à faire par rapport à une vidéo. Et donc, c'est ce qu'on peut dire ici à Inès. C'est d'ailleurs pour ça que le podcast est devenu aussi important. Les gens qui n'avaient pas la parole ont pu la prendre, ce qui fait que maintenant, nos émissions de radio, elles sont plus utiles. Il y a aussi le cas de Gaël qui a expérimenté à la fois une émission à la radio et puis il a passé son émission en podcast natif. Même s'il a eu du mal à différencier nettement une émission de radio et un podcast indépendant, il a quand même ressenti une plus grande liberté dans le cas du podcast indépendant, en particulier parce qu'il n'y a pas de grille de programmation et donc en termes de durée, il avait la liberté de pouvoir parler d'un sujet sur une durée choisie. Et donc il n'y a pas de, voilà, il y a une certaine flexibilité, une liberté, pas de pression liée à la rentabilité. Et donc les podcasteurs vont bénéficier d'une liberté créative accrue, ils vont gérer leur contenu de manière plus autonome. Mais au-delà des questions de technique et de forme, le podcast natif a aussi un ton qui est associé. Et donc ça, on avait déjà vu ça ici, c'est qu'il y a des nouvelles manières de raconter, notamment des studios qui valorisent les nouvelles histoires. Par exemple, Rappel souligne que la radio a une tonalité plus formelle et plus sérieuse. Et dans l'étude du CSA sur les podcasts natifs en 2022, les répondants, donc les auditeurs, associent le podcast à des valeurs telles que la tolérance, la douceur, la confiance et le changement. Ici, j'ai donné l'exemple de deux podcasts. Donc, il y a Pop Culture Inclusive et Femmes de Science. C'était pour montrer qu'il y a des sujets qui sont moins abordés dans les médias traditionnels ou alors de manière moins approfondie. Et au Corpus, il y avait beaucoup de podcasts qui abordaient des sujets avec un angle parfois engagé ou qui voulaient un peu décentrer le regard, comme Pop Culture Inclusive, qui veut par exemple aborder la pop culture en parlant par exemple de l'esclavage dans Star Wars ou de la masculinité dans Harry Potter. Et il y avait également beaucoup de podcasts d'interviews. Donc par exemple, ici, c'est souvent des spécialistes qui sont interrogés. Et donc, sur une durée de 3 quarts d'heure, 1 heure, voire même plus, 2 heures, on va parler d'un sujet scientifique. Et il y a aussi beaucoup plus de conversations et les chercheurs vont parler en jeu, qui est une manière d'humaniser aussi la science. Donc, il y avait par exemple Passion médiéviste, qui est un podcast qui interviewe des chercheurs et chercheuses en histoire et ils vont aussi dire en jeu comment est-ce qu'ils ont choisi leur sujet de thèse et qu'est-ce qui est difficile, par exemple, dans la recherche. Et donc, maintenant, je vais passer un peu à l'écosystème du podcast. Donc, par rapport en tout temps réfléchissant, par rapport à la philosophie du podcast dont je viens de parler. Donc, il n'y a a priori pas de plateforme dédiée au podcast. Et il y a plusieurs acteurs qui se partagent ce paysage. Donc ici, cette citation est particulièrement parlante pour l'illustrer. L'univers du podcast, ce sont donc d'un côté les radios de la bande FM ou de la radio numérique terrestre et de l'autre des acteurs présents sur le web. On peut classer en deux groupes. Ceux qui tentent de créer un modèle économique et de structurer l'offre et la demande en fonction d'enjeux économiques, et ceux qui, en raison de motivations diverses, mettent en ligne des contenus sans chercher à rentabiliser leur production. L'univers du podcast, c'est enfin la coexistence entre des professionnels issus du champ du journalisme, des youtubeurs, des blogueurs et des amateurs.
Donc en fait, cette diversité dans le paysage du podcast a été marquée par pas mal de créateurs qui disaient qu'il y avait comme un boom du podcast, un effet de mode. Ici, Eva dit, j'ai l'impression qu'il y avait un podcast qui sortait tous les 2 jours. Et donc, ça amène une impression de saturation du marché. Et donc, il y a des entreprises qui vont professionnaliser ce paysage, par exemple des plateformes qui vont donc canaliser l'attention de l'audience à un petit nombre de contenus. Vu qu'il y a tellement de contenus, et ben, il y a justement des acteurs qui vont un peu agir comme des gatekeepers. Et donc, les plateformes vont devenir de plus en plus importantes. Par exemple, Jean nous dit que si on s'y connaît un peu, on peut prendre un tout petit hébergement web à 1 ou 2 euros, mettre les fichiers MP3 dessus et puis voilà. Mais malgré ça, le choix d'une plateforme constitue une facilité technique, la plupart du temps payante, et qui donne par exemple la possibilité d'avoir un site web où les créateurs peuvent présenter leurs épisodes. Et donc la citation juste avant, si on peut schématiser, il y a 2 perspectives, donc celle d'engranger du revenu et une approche plus ouverte du podcast, donc qui résonne avec l'esprit du podcast, une approche qu'on pourrait même qualifier de puriste. Et ce qui va illustrer ça, donc même si ce n'est pas spécifique à la communication scientifique, c'est vraiment pour tous les thèmes, tous les thèmes différents. C'est le manifeste du podcast ouvert qui a été rédigé par un podcasteur francophone, Yann Rieder, qui vise à sensibiliser le milieu du podcast, la presse et le public aux problèmes de transparence et aux pratiques douteuses de certaines plateformes. Par exemple, proposer un contenu de manière gratuite ou rediriger vers ses propres contenus payants, ou insérer la publicité au sein des épisodes sans l'accord des créateurs et créatrices. Et donc, le danger pointé ici, c'est la constitution d'un monopole autour d'un ou de quelques acteurs qui menacerait la philosophie du podcast et qui se remarque déjà dans le cadre de la vidéo en ligne avec YouTube qui est en quasi-monopole sur la vidéo en ligne. Et donc, toutes ces considérations sur les entreprises, les plateformes, m'ont amené à poser la question suivante à mes interviewés. C'est quel est votre rapport vis-à-vis des plateformes à propos de la rémunération, de la réutilisation de vos contenus ou d'éventuelles conditions et exclusivités. Généralement, les créateurs n'ont pas encore ce genre de préoccupation. Donc, de toute façon, de manière pas aussi marquée que les vidéastes, où là, YouTube vraiment avec les possibilités de monétisation, les politiques que la plateforme adopte, là, ça a vraiment un impact sur la création. Et il n'y a presque aucun qui vit de son activité. Le podcast est d'ailleurs une activité déficitaire. Mais par contre, l'existence le podcast peut être intégré dans une activité professionnelle plus vaste et amener à des prestations rémunérées comme une carte de visite. L'existence des coûts font que les créateurs ne sont pas fermés aux possibilités de rémunération. Ils évoquent d'ailleurs plusieurs sources de rémunération qu'on a déjà évoquées ici, comme la publicité, le sponsoring, le financement participatif. Les studios de production, il y a quand même 2 de mes interviewés qui sont liés à des studios de production. Par exemple, Emmanuel, qui raconte un peu qu'il y avait la publicité et le brand content qui étaient des sources de rémunération. Mais il regrette que c'est une source de conflit récurrent entre les animateurs, animatrices et les boîtes de production. C'est qu'on fait un gros boulot qui n'est pas suffisamment rémunéré à notre sens. Donc les intérêts économiques des studios de production finalement ne valorisent pas le travail de communication scientifique qui est fait ici par le créateur. Donc beaucoup de podcasteurs, en tout cas, ont pointé plutôt des conséquences négatives aux possibilités de financement. Déjà, c'est le stress et la pression qui découlent de la dépendance à un financement. Et ça induit une autre façon d'aborder la création dans une logique plus commerciale, par exemple en faisant plus attention aux statistiques. Et il y a la formule rendre des comptes qui est souvent revenue dans la bouche de mes interviewés. Donc il y a une peur d'une perte d'indépendance et du coup d'une dépendance aux financeurs ou au public, dans le cas du financement participatif. Juste vérifier
le temps peut-être, parce que 9 minutes. ça va. 9 minutes. Parfait. 7 Il y a aussi la question de la cohérence du contenu par rapport à des possibilités de rémunération. Donc, dans ce cas-ci, c'est surtout le cas de la publicité. Donc, pour m'avoir interviewé, il parlait surtout de cette possibilité de rémunération. Donc, il y a des créateurs et créatrices qui ont un engagement moral important dans leur podcast, par exemple en parlant de questions environnementales ou féministes, ou pour la vulgarisation, c'est le partage des connaissances de manière libre, la culture est un bien commun. Et donc, le fait d'introduire des considérations économiques, ça casse un peu cet esprit-là. Par exemple, François nous dit que oui, il pourrait mettre de la publicité au sein de ces épisodes, mais il ne pourrait pas choisir la nature de ces publicités-là, et donc ça lui pose problème. Nous avons aussi le cas de Chloé qui, elle a fait appel au financement participatif, qui lui semble beaucoup plus éthique. Et donc son public n'est pas... son public est habitué à l'absence de messages promotionnels au sein des épisodes. Et donc, le fait d'introduire de la pub, elle dit que ça va en tout cas nuire à son image et en relation avec ses auditeurs et ses auditrices. Et effectivement, c'est ce que j'ai un petit peu remarqué dans certains podcasts que j'ai observés, même s'il y avait très très peu de publicité. Il y avait le cas du podcast Chose à savoir, et là où il y avait des publicités au début. Et le créateur a d'ailleurs intitulé l'une de ses émissions Pourquoi y a-t-il de la pub au début de certains de mes épisodes? Il déclare savoir que ça déplaît à une partie de ses auditeurs. Et il y a aussi, qu'on avait parlé, donc il y a des formules d'abonnement qui est une forme d'exclusivité du contenu. On a une plateforme, ou bien il faut payer pour avoir accès à des émissions exclusives. Et donc, il y a un créateur qui réfléchissait à mettre ça en place. Effectivement, est-ce que ça n'irait pas un peu à l'encontre de la philosophie du podcast? Parce que selon le manifeste du podcast ouvert, par exemple, déjà un podcast radio, ce n'est pas du podcast, et un podcast qui est exclusif à une plateforme où il faut payer pour un épisode, ce n'est pas du podcast non plus. Donc, ça pose évidemment question, et c'est par rapport à la vulgarisation qui partage en fait des valeurs de la philosophie du podcast, comme le partage des connaissances et la liberté d'approfondir un sujet. Donc, j'ai trouvé en tout cas intéressant de voir comment les créateurs s'intègrent dans un écosystème complexe, donc qui n'a pas encore trouvé un modèle économique vraiment stable. Et d'ailleurs, une grande partie des vulgarisateurs adoptent une perspective qui correspond à justement ce que je disais, à la philosophie du podcast. Ce qui est important pour eux, c'est prendre la parole, faire entendre leur voix ou la voix du spécialiste, par exemple, qu'ils interviewent. Ils aspirent à une indépendance et une liberté de ton maximale. Ils ne veulent pas rendre de compte. Mais ces aspirations-là sont, on va dire, colonisées, entre guillemets, par des acteurs comme les plateformes, les studios de production, des agences ou des labels, et l'existence de coûts au podcast, donc que les créateurs doivent engager de l'argent pour le produire, fait que certains peuvent être tentés de recourir à des possibilités de monétisation. Donc tous les podcasteurs ne rejettent pas en bloc l'idée d'être payés, mais ils ont souvent une réticence à l'égard de ces possibilités de monétisation pour des raisons le plus souvent éthiques, et aussi non seulement ça menacerait leur travail éditorial, mais aussi la relation qu'ils ont avec leurs auditeurs et leurs auditrices. Donc, ils ont peur de susciter des émotions négatives de la part du public. Donc, on peut se demander si, à l'avenir, l'influence du modèle américain pousserait encore plus les créateurs à rechercher du profit via leurs épisodes. Il y a aussi les acteurs qui prennent de plus en plus de place, qui se mettent ensemble et qui jouent un rôle en proposant des services d'accompagnement à la création et à la monétisation. Et il y a une question aussi, est-ce que le podcast va suivre l'évolution de YouTube, où là, il y a vraiment YouTube qui a pris toute la place. Est-ce qu'il y a un acteur qui va sortir du lot et concentrer vraiment toute
la plupart des contenus et aussi proposer une dimension plus sociale avec des commentaires, la possibilité de s'abonner, etc. Donc la question est en suspens. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Vous posez extrêmement bien la problématique finalement ancienne d'un podcast comme l'arrivée d'un nouveau média, c'est à la fois son économie, mais quid finalement de la création, de la créativité, de l'indépendance avec d'autres acteurs qui ont d'autres velléités, celle de faire du profit, mais en même temps, quel modèle économique et quelle place restera-t-il à la création, l'originalité, des grandes questions qui se posent. Est-ce qu'il y a déjà des questions dans la salle? S'il n'y en a pas, s'il y en a une autre. Allez-y, je vous en prie, bien sûr, comme ça. D'abord, merci pour les communications que vraiment j'ai trouvé admirables et éclairantes. Oui. J'aurais peut-être deux questions en ligne. C'est un sur la question des marques qui beaucoup en Espagne, je découvre ce partenariat. Et je me demande si ça va durer. C'est pas un phénomène nouveau. Le phénomène, et est-ce qu'à un moment donné, les marques ne vont pas se rendre compte que, sans ne pas parler de la marque, les gens ils ont de la fiction, mais profitent de la fiction, mais ne retombent pas, ça ne peut pas retomber sur la marque. C'est une question que j'ai vu aussi qu'en France, par exemple, il y a beaucoup de studios publicitaires qui se lançaient dans le podcast. Je pense on sait qu'en fin de production, si on crée dans un studio qui s'appelle Telos, oui. C'est vraiment extrêmement ambitieux, hein, c'est vraiment des blockbusters. C'est la première question. Et une autre question pour Monica Barra, ce serait la question de la figure de l'expert. Depuis hier, j'ai l'impression que c'est la figure un peu délaissée du podcast, tout confondu, hein, scientifique, l'académie, voilà, voilà. Contrairement peut-être à l'image avec une équipe, effectivement, là, qui peut-être un espace où on voit davantage d'experts, culinaires, scientifiques, l'image aide davantage à la vulgarisation. Je me demande si voilà, l'expert n'est pas un peu la figure pour l'instant délaissée Je vous laisse peut-être répondre en premier. D'accord, merci. Merci pour la question. Je pense que la question est très intéressante et c'est quelque chose que aussi nous sent. Bien sûr, le podcast, surtout en Espagne, comme vous avez vu les chiffres, on dit que c'est à la mode. Donc voilà, les marques aussi veulent avoir un podcast. Bien sûr, peut-être, moi je pense que la réponse c'est déjà, le marché du podcast, surtout en Espagne, est saturé. Il y a beaucoup d'offertes. Donc, je pense que la réponse est si le podcast, le storytelling, l'histoire est intéressante, ça peut continuer, ça peut marcher. Mais si les marques, parce que le problème avec les Planète Podcast, c'est que j'ai aperçu après l'interview avec Podium, c'est qu'elles essayent toujours de mettre la marque dans le podcast. Et voilà, et Podium Studios, ils défendent qu'en fait, c'est l'histoire qui compte, c'est le thème, c'est la thématique. Donc, je pense que s'ils continuent à faire des histoires intéressantes ou des conversations intéressantes, quand ils font du conversationnel, ça peut continuer à marcher, bien sûr. Et j'imagine que si le podcast, il peut continuer, pourquoi pas le Planet Podcast, parce qu'en fait, c'est un podcast qui a les valeurs d'une marque, mais qui essaye de s'approcher à l'audience avec un produit intéressant. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Merci aussi pour la question, parce qu'elle est très intéressante et je me suis intéressée effectivement à la question de l'expertise. Donc moi, je me suis surtout penchée sur les créateurs et créatrices indépendants, donc qui ne sont pas rattachés à une institution, par exemple. J'ai remarqué que ce soit dans le cas du podcast ou de la vidéo YouTube, donc les créateurs et créatrices n'ont pas très envie de se positionner comme experts du domaine, même si
beaucoup peuvent avoir un doctorat ou un master dans le domaine abordé. Et en fait, paradoxalement, c'est l'inverse de ce que vous observez que j'ai analysé, c'est qu'il y a plus la figure de l'expert qui est représentée dans le cas des podcasts. Sur YouTube, en fait, les créateurs parlent souvent seuls, où il y a beaucoup moins d'experts en tant que tels qui interviennent. Cela se fait ponctuellement dans le cas de collaboration, par exemple, avec des universités. Donc là, ça peut arriver. Mais je l'ai beaucoup plus observé dans le podcast, où là, il y a énormément de podcasts d'interviews. Et là, il y a la figure de l'expert. Et donc, le créateur, le podcasteur, la podcasteuse va on va dire, décharger la responsabilité du discours à la personne interviewée en disant, voilà, cette personne est l'expert. Et ça se voit que le temps de parole n'est pas occupé par le créateur ou la créatrice, mais par le spécialiste interviewé. Et donc, c'est vrai que c'était assez intéressant de remarquer qu'il y a de nombreux spécialistes qui vont prendre beaucoup de place dans le cas de ces entretiens. Et voilà, comme je le disais, parler aussi en JOS qui humanise la recherche. Et de ce que les créateurs m'ont dit, c'est que c'est beaucoup plus simple de parler longtemps sur un sujet avec un expert qui développe son propos plutôt que sur YouTube où il y a des vidéos longues, mais ça laisse finalement moins de place pour ce genre de conversation. Donc, il y a un peu aussi un effet du média, un peu, oui, l'esprit du podcast qui donne lieu à des longues conversations. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. J'ai une question, toujours sur le podcast de marque. On identifie des podcasts de marque, on identifie des marques qui demandent effectivement à des podcasteurs de faire des choses, en citant plus ou moins le nom. Quoi. Moi, ma question, c'est est-ce que vous avez des choses à dire déjà sur la manière dont les marques valorisent ces productions, par exemple sur leur site, sur leurs réseaux sociaux, auprès de leurs salariés, ou enfin voilà, c'est-à-dire que j'imagine qu'elles ne mettent pas de l'argent avec faites un podcast, puis après on ne sait pas ce que ça va donner. Donc, est-ce que vous avez identifié les stratégies des marques après avoir fait le podcast sur la valorisation du podcast? Merci Arnaud, c'était une question très intéressante. Oui, ça c'était très intéressant parce qu'en fait, c'est vrai que après mon interview avec Banco Santander et après ma recherche, je vois que oui, ça, le premier podcast, le podcast de marque est encore un format très nouveau. Donc, les marques s'approchent en essayant de voir comment ça marche et si ça va marcher, allez, on va essayer. Surtout Banco Santander avec une fiction, avec on dit une fiction sonore, une fiction sonore. Et c'est au moment où ils voient les résultats que, dans ce cas, Podium Studios leur offre, du numéro de téléchargement, que là, les choses se mettent sérieuses et ils s'installent un website dans la website générale de la banque. Il y a une petite une table où on peut cliquer et on peut voir toute la Tania, tous les épisodes et toute la promotion et tout ça. Mais ce n'est pas jusqu'au moment où ils voient les résultats des téléchargements et des écoutes et ça que vraiment ils s'intéressent à ça. C'est aussi le cas d'autres marques comme Vodafone, Mutual, que maintenant et partout on peut le voir. Ils ont sa propre chaîne YouTube et aussi sur Vodafone directement. Et même ils ont créé des viewers. Donc, le podcast de marque a vraiment créé comme une génération de personnes qui sont intéressées aux thèmes et les thématiques qui parlaient de Vodafone du, qui s'est parlé dedans. Mais ce n'est pas jusqu'au moment où ils voient les résultats que vraiment ils font les choses en marche. Et, allez, on va faire attention à ce produit et on va faire on va le partager avec tout le monde sur notre web, etc. Sinon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de podcasts très intéressants, de podcasts de marque, que quand on va visiter le website des marques, on ne voit rien. Ils n'ont pas une présence sur le web. Donc, ouais, pour conclure, c'est ce que je commençais à dire. C'est encore un format très nouveau. Donc, les marques s'approchent comme, allez, on va essayer de s'approcher à notre audience ou à des nouvelles audiences plus jeunes
la voix, par l'écoute. Merci beaucoup. Il y aura certainement des éléments, voilà, j'imagine, sur la typologie avec le papier de Louis et de Juste compléter, si je peux me permettre ce qui a été dit, c'est que sur les podcasts de marque, il y a toute une partie des modes de diffusion de ces podcasts qui échappent totalement au public, notamment parce que c'est de la diffusion B2B en fait. Donc une grande partie de ces podcasts ne visent pas le grand public, ils visent des clients, des fournisseurs, des partenaires. Et à ce moment-là, ça passe par des modes ou alors les propres employés. Ça passe par l'intranet des entreprises. Nous, on a rencontré un studio natif, voilà, pour des grandes boîtes, genre le Roi Merlin, etc. Mais ce n'est pas forcément dans la sphère publique. Ou alors, ça passe par des moyens de communication, type mailing, etc., qui arrivent dans les boîtes des partenaires, des clients, mais du coup, qui échappent au grand public et à l'analyse, puisque c'est aussi ce qui nous intéresse ici, on est chercheurs, à l'analyse aussi des scientifiques, c'est plus difficile à observer du coup. Pour répondre à votre question sur les marques, les marques ne font pas de la même manière. C'est pas un hasard sur ce coup avec une banque, sur les grands groupes. Ça commence d'abord par des banques, des assurances, des énormes budgets de communication. C'est le premier point. Le deuxième point, il porte sur les usagers. Qui sont les usagers du podcast? Ce sont pas, je dirais, les gens ne le font pas de la même manière. Les usagers du podcast aujourd'hui, ça reste essentiellement un public urbain, des grandes villes, des métropoles, un public jeune, très connecté, plutôt CSP+. Ce public-là, ces grandes marques, elles ont du mal à les toucher par ailleurs. Il y a des gens qui vont avoir un abonnement Spotify, exprès pour faire leur de pub. Ces gens qui vont fuir la publicité. C'est un moyen exceptionnel pour ces grandes marques, les banques, assurances, de toucher un public qui ne toucherait pas habituellement. La chance qu'on a sur ces questions-là, et nous, en tant que chercheurs, on est évidemment friands de ça, c'est qu'il y a des prestataires qui sont spécialisés pour ces questions-là, qui sont les régies. Ces régies, elles ont toujours existé, et il y a aujourd'hui des régies qui sont spécialisées sur le podcast, et qui ont un discours très intéressant. J'ai cité Acast tout à l'heure, qui a un acteur international du podcast qui est vraiment spécialisé sur ces questions-là et qui fait le lien aussi entre les deux. Et pour répondre à la deuxième question, il y a un double effet. Le premier effet de la marque, c'est parfois de justement vouloir toucher un public, non pas sur son propre site internet, non pas sur son propre mode de communication, mais de bénéficier des auditeurs du podcasteur. Là, on a un exemple qui est très intéressant. Une podcasteuse qui fonctionne très bien en France s'appelle Vulgaire, un podcast de vulgarisation pour le coup, mais très grand public, assez drôle, assez simple. Là, on a un exemple intéressant d'une marque qui s'appelle Amplifon, par exemple, qui a demandé à Marine Maousson de Vulgaire de faire un podcast spécialement sur les enjeux de comment est-ce qu'il faut se faire tester pour pas avoir à s'équiper obligatoirement des éléments comme ça. Là, la marque était très demandeuse justement de ne pas faire de la publicité pour Amplifon, mais de parler de ce contenu. Il y a un autre point qui est un peu l'inverse, c'est justement quand les marques vont vouloir récupérer les podcasts, et là encore on a des prestataires qui sont intéressants, qui sont des prestataires qui créent des players. Et ce principe de player, c'est que, alors c'est beaucoup utilisé dans la presse, c'est ce qu'on retrouve énormément dans les podcasts de l'équipe, par exemple, où on va sur le site et on accède directement au podcast en restant sur le site. Et là, on a énormément d'enjeux sur ces players intégrés au site Internet qui permettent justement de rester sur le site Internet de la marque et de ne pas sortir, de ne pas aller vers une plateforme, mais de rester à l'intérieur du site, quitte à avoir des publicités intégrées à l'intérieur de ces players. Et là encore, on a des prestataires, des gens spécialisés sur ces questions-là. Donc, il y a une double réponse qui est un peu inversée à mon sens. J'imagine également, peut-être pour compléter ces enjeux-là, c'est certainement la taille de l'entreprise, évidemment. On voit bien, c'est ce que vous disiez, c'était les plus grosses entreprises qui allaient investir, qui allaient mettre les moyens. Dès lors, la question de la rentabilité, de l'économie n'est plus la première question. Là, c'est l'idée, je mets les moyens comme j'achèterais une campagne publicitaire.
pour pouvoir aller attirer un nouveau public, comme vous le disiez, un public plus jeune. Et de facto, les intentionnalités ne sont pas les mêmes. Et là, on s'écarte de plus en plus, malheureusement, du podcasteur, soit de l'expert, soit de l'amateur. Et on voit bien la distorsion, finalement, dans les industries culturelles qu'on en retrouve toujours. Et certainement aussi un danger, et j'ouvre vraiment la question parce que moi, je n'ai pas du tout étudié ces points-là, mais ça m'y fait penser à vous écouter tous les trois, un danger véritable, enfin pas un danger, mais en tout cas une non-visibilité ou lisibilité, une altération de la lisibilité, je vais le dire autrement, des chiffres, hein, parce que finalement les chiffres ne doivent certainement pas vouloir dire grand-chose entre les milliers de podcasteurs, surtout si on le dit au plan international, même au niveau européen, de finalement l'amateur, même l'amateur qui devient expert, avec la grosse entreprise qui débarque et qui dit ben voilà, moi je le fais, et avec en plus l'entreprise qui soit est une entreprise médiatique dont c'est le métier, donc les coûts vont être complètement dilués dans un ensemble de mutualisation des coûts avec les autres, soit les autres liens, soit les autres médias qu'elle peut posséder, quand ce sont des grands groupes. Et puis évidemment, encore pire, si j'ose dire, en matière de lisibilité des chiffres, c'est évidemment lorsque ce sont des grandes entreprises et des grands annonceurs, comme un groupe qui s'allie avec Prisa n'a absolument pas besoin d'avoir une rentabilité de son modèle économique, il va chercher simplement à s'acheter une image de marque. Et là, la notoriété, ça se mesure vraiment difficilement. C'est ce que vous disiez, je pense que c'est très fort aussi, de long terme, alors que là, on est vraiment sur du court terme, des modèles très différents. Certainement d'autres questions? Peut-être trois... Non, ça y est, il est l'heure d'aller déjeuner. Oui, eh ben, laissez le timing. Eh ben, merci à tous, merci beaucoup pour vos trois interventions. Merci beaucoup, c'est ma collègue, cette déclaration. J'aime bien, ceux qui connaissent,